Alors, c'est effectivement moi qui ai l'honneur d'introduire aujourd'hui la conférence du docteur Bozena Michalak. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mounia Benada, je suis chez DuoLife depuis quelques mois. Et surtout, j'ai l'honneur d'être un nouvel ambassadeur pour la fondation World Healthy Living Foundation. Et à ce titre, Covid oblige, il y a très peu de possibilités de se présenter en vrai en ce moment. Donc, je profite de ce Zoom à tous. Alors, il y a des gens qui sont activés. Donc, je reprends. Donc, je disais que j'ai la chance d'être nouvel ambassadeur donc, chez la fondation qui a été créée par les fondateurs de DuoLife depuis 2015. Et en accord avec les personnes qui gèrent donc, cette fondation, nous avons décidé de saisir cette opportunité pour me présenter à tout le monde et introduire la conférence de ce soir. Alors, qui je suis? Je suis Mounia Benada, je suis coach en développement personnel, énergéticienne, spécialiste du bien-être et j'accompagne les personnes des écouteurs et les entreprises à gérer leur stress, à libérer leur énergie et à vivre une vie qui correspond à leurs envies et leurs valeurs. Donc, dans le cadre de la fondation, je vais donc avoir la chance de pouvoir intervenir, animer introduire des conférences, mais également vous proposer des articles autour de la thématique bien-être, puisque ça fait partie des choses qui sont développées dans la fondation. Donc, je vais vous donner quelques mots sur la fondation en question. Donc, je vous ai dit qu'elle avait été créée en 2015 à l'initiative des fondateurs de DuoLife. Et l'idée, c'était de promouvoir activement des activités qui visent à améliorer la santé publique, s'adresse au plus grand nombre, et à promouvoir un mode de vie actif et favorise un environnement de bien-être. Donc, ça comprend à la fois des questions de santé physique, mais également des questions de santé mentale. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner toutes les personnes qui sont sensibles à leur bien-être à développer des capacités de prise en main d'une vie consciente. Donc, une des thématiques en ce moment, c'est vivre consciemment. Et vivre consciemment, c'est quoi? C'est prendre en compte son environnement global pour avoir une hygiène de vie saine, avoir des pensées saines et globalement un environnement propice au bien-être, au mieux-être. Le but de la fondation, c'est vraiment aussi de rappeler à chacun qu'on est responsable de son propre bonheur et qu'on peut, grâce à des actions spécifiques, définir une hygiène de vie qui nous ressemble. Alors, cette hygiène de vie, donc, elle comprend, je vous l'ai dit, le mental, le physique et l'environnement. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement avec le docteur Bozena Michalak de la question de l'alimentation du cerveau des enfants et du meilleur carburant, donc des meilleurs apports qu'on peut avoir pour leur permettre d'optimiser, leur permettre de favoriser l'apprentissage et une rentrée dans les meilleurs auspices. Donc, je vais juste redire deux mots sur le docteur Michalak Bozena, que beaucoup connaissent. C'est un médecin généraliste donc, de Marseille qui est expert en micronutrition, en médecine fonctionnelle, qui est titulaire d'un DEI de diététique et d'alimentation santé de Marseille, ainsi qu'un DEI alimentation santé micronutrition de Dijon. Donc, elle participe à de nombreuses études cliniques et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur donc de nous parler de l'alimentation du cerveau des enfants. Ces conférences ont lieu dans le cadre de la Fondation qui organise également des événements physiques, des cours, des formations. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser la parole au docteur et je vais reprendre tout à l'heure la parole pour pouvoir transmettre les questions en fin de présentation qui seront proposées par les uns et les autres. Voilà. Vous m'entendez? Très bien. Bon, parfait. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue ce soir pour le nouveau Zoom sur alimentation, santé, évidemment.
Donc aujourd'hui, la rentrée scolaire oblige, mais on va parler donc la rentrée scolaire réussie pour les enfants, certes, mais aussi un peu pour les adultes quand même. Donc il y aura un peu pour tout le monde. Alors je veux partager l'écran, Zoom, et on va lancer le diaporama. C'est parti. Donc, tu vois quoi, hein? Vous m'entendez tous? Alors, par contre, si on peut couper les micros, ça peut être mieux. Donc, on va commencer par l'état des lieux. Nous rentrons après les vacances un peu longues pour certains, pour beaucoup n'ont pas mis pied à l'école depuis des mois et des mois. Et nous savons que les enfants d'aujourd'hui sont des enfants fragiles. On leur demande beaucoup de choses. Et ils ont des objectifs, des réussites à l'école. C'est l'objectif des parents qui leur mettent la pression. On n'est pas forcément en confiance. Ils ont une pression énorme. Ils sont anxieux, ils sont stressés. Donc, il faut le maximum de chances donc de réussite pour leur scolarité. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire que quand même 20% d'enfants sont concernés à des difficultés d'apprentissage scolaire. Dans ces 20%, il y a 40% d'enfants qui ont plusieurs troubles des apprentissages. Les apprentissages scolaires, c'est quoi? C'est apprendre à lire, à compter, à orthographier, à écrire, à s'exprimer correctement. Et ces troubles, souvent, enfin, ils sont donc connus sous le nom de 10, quand vous connaissez, l'orthographie dyscalculie. Mais et ils sont très souvent, voire systématiquement associés à des troubles avec ou sans hyperactivité. Donc ça, vous connaissez tous les enfants qui sont dans ces cas. Si vos enfants n'ont pas de troubles d'apprentissage scolaire, c'est tant mieux. Mais on trouve quand même, il y a beaucoup d'enfants qui ont les troubles quand même de concentration, de motivation et de mémorisation. Aussi, ça concerne les adultes. Il y avait un sondage des IFOP qui a été réalisé. Il s'avère que 53% des Français connaissent quelqu'un dans leur entourage qui présente déjà des troubles de concentration, de mémorisation qui le gênent dans sa vie quotidienne. Et même, il y en a 18% qui connaissent plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Et 76% de Français ont peur de un jour se retrouver dans cette situation. Aujourd'hui, à peu près 900 000 personnes en France sont quand même atteintes de démence, donc de type Alzheimer. Mais seulement 1 à 2% de ces cas sont héréditaires. Donc, pour tout le reste, ce sont des facteurs environnementaux, aussi alimentaires, qui influent cet état. Donc, on oublie souvent que l'alimentation est fondamentale, mais pour le coup, là, ici, c'est un facteur très important, qui est quand même une bonne nouvelle, parce que une étude qui a été publiée en 2017 en Lancet, une étude anglaise, dit que 40% des troubles de démence, les troubles de mémoire gênants, donc les quotidiens, peuvent être améliorés simplement si on corrige les facteurs de risque qui les font venir. Donc les facteurs de risque connus, donc c'est le tabagisme, consommation excessive d'alcool, tension artérielle élevée, obésité, diabète. Ça, ce sont, comme on dit, les maladies de la civilisation. Les traumatismes crâniens, les pauvres, ils sont pour rien. Mais aussi la dépression, la perte auditive. Mais en fait, c'est juste la perte du contact avec son environnement qui fait que les neurones se dégénèrent plus rapidement. Et aussi les facteurs environnementaux comme la pollution. Et puis, donc, niveau scolaire qui influe aussi sur déjà les capacités des bases. On verra apparaître les troubles plus tard chez les personnes qui avaient donc une vie sociale très active et beaucoup travaillaient déjà à leur mémoire. Donc, notre alimentation intervient ici de
façon très importante parce qu'en fonction de ce qu'on mange, donc on a un équilibre nutritionnel, on apporte au corps tous les éléments nutritionnels dont il a besoin, mais si on apporte tout au corps dont il a besoin, pourquoi il est programmé génétiquement pour fonctionner correctement, eh bien, une fonction sera aussi optimale. Donc ici, ça sera une fonction donc cérébrale, de mémorisation, de concentration, de réussite scolaire, d'apprentissage qui est primordial, donc qui sera préservé, il pourra fonctionner au mieux. C'est indispensable. Donc, on va faire un petit rappel donc, sur le cerveau, qui est situé donc, dans la boîte crânienne tout là-haut. Cerveau des hommes d'aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue évolution génétique où dans l'évolution des espèces, les nouvelles parties du cerveau ont été bâties sur les anciennes. C'est comme un peu le cornet des glaces où on rajoutait à chaque fois une couche. Donc là, dans le cerveau qui tourne, vous voyez donc les deux hémisphères cérébrales. On voyait en bas, il y a le cervelet. En jaune, c'est le cerveau reptile primaire qui est responsable des fonctions de base de manger, se reproduire. Et en bleu, ça, la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire. Donc c'est l'hippocampe avec les deux petites amygdales qui sont en vert et en rouge aussi, donc violet, on a la glande pinéale qui est chef d'orchestre pour synchroniser tous nos rythmes biologiques et tout le fonctionnement de notre organisme. Donc dans le cerveau, nous avons des cellules nerveuses. Nous avons plus de 50 milliards de cellules nerveuses, mais encore 10 fois plus de cellules gliales. Ce sont des cellules qui entourent le cerveau, qui bichonnent ces cellules nerveuses pour qu'il ne manque de rien, qu'ils veillent, qu'ils aient assez à manger, qu'ils nettoient tous les déchets et qu'ils leur fournissent toute énergie nécessaire pour le bon fonctionnement. Chaque neurone donc, se connecte à son voisin par ce qu'on appelle des synapses. Et chaque cellule nerveuse peut avoir jusqu'à 60 000 connexions avec d'autres neurones et ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, parce que rien n'est fichu dans le cerveau. Il y a d'autres parties du cerveau qui sont prêtes à reprendre la fonction qu'on a perdue lors d'un accident ou un trouble de développement. Donc, c'est jusqu'à tout au long de la vie, cette fonction peut être préservée. Le cerveau ne pèse que 1,3 kg, qui fait 2% de notre corps, mais il est composé de 60% du gras, 56% de la masse sèche. Et quand on le prend comme ça, sorti de sa boîte crânienne, il est principalement composé de l'eau. 60% du cerveau nature, il est composé d'eau. Voilà. Donc l'énergie, attendez, il me manque un diapo bon, tant pis. Je vous ai déjà expliqué sur le neurone. Donc, voilà. Et donc les cellules nerveuses ne carburent qu'au glucose. Donc 99% de l'énergie indispensable pour le fonctionnement des neurones est fruit donc, de l'oxydation du glucose. Donc, consomme à peu près, c'est 2% de parties du corps consomment 25% du glucose de l'organisme. Et avec un système vasculaire d'approvisionnement du cerveau extrêmement développé, on a à peu près 700 km de petits capillaires qui parcourent donc, le cerveau pour nourrir les neurones. Et donc, les cellules vasculaires, les vaisseaux sanguins, sont connectés à des astrocytes, donc les cellules qui environnent les neurones, pour fournir aux neurones du glucose. On a à peu près 10 minutes de réserve de glucose. Au-delà de 10 minutes,
s'il y a une rupture du fonctionnement, le cerveau commence à être pas bien. Et cette énergie dans les neurones, elle est faite donc dans les mitochondries. C'est des petites usines énergétiques dans l'organisme et elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'oxygène. 20% des besoins d'oxygène, de l'oxygène de l'organisme est utilisé par le cerveau. 20% du sucre et 20% de l'oxygène va dans le cerveau direct pour le nourrir. Et il l'exige. Donc, avec ces deux-là, pour qu'ils fassent de l'énergie, on a besoin de cofacteurs pour catalyser. Donc, c'est magnésium, fer, et les vitamines B, B1, B3, B6 surtout, pour toutes les étapes intermédiaires de fabrication de l'énergie. Donc, le cerveau est utilisé en permanence, c'est en flux tendu. Dès qu'il y a une baisse d'arrivage du sucre dans le cerveau, eh bien, le cerveau n'apprécie pas du tout et donc il y a une baisse d'activité cérébrale et une baisse de performance cognitive et chaque travail intellectuel demande davantage d'énergie. Donc c'est pour ça que vous avez dû certainement remarquer aussi que quand on travaille, qu'on apprend des choses, qu'on a un travail intellectuel à rendre, on a envie de manger plus sucré. Eh bien, c'est normal, c'est le cerveau qui le commande parce que pour travailler, il a besoin tout simplement davantage d'énergie. Alors, on utilise à peu près 120 grammes de glucose par jour, ce qui correspond à un morceau de sucre toutes les heures. Donc, ou une tranche de pain. Donc, pour la journée, il faudrait 8 tranches de pain de 15 grammes pour satisfaire les besoins du cerveau en sucre de base, hein, sans travail intellectuel supplémentaire. Et quand il manque du glucose, il n'est pas bien. Donc, il y a une hypoglycémie qui s'installe et le cerveau, donc, il y a le réflexe de sécrétion d'adrénaline. L'adrénaline, c'est quoi? Ça augmente l'agressivité, ça augmente hypervigilance pour aller chercher de l'énergie là où elle est stockée. Là, elle est stockée où? Elle est stockée dans la graisse. Donc, il y a le processus donc de libération d'énergie supplémentaire. Donc, on va vite fondre la graisse pour apporter au cerveau le sucre dont il a besoin. Mais ça aussi, c'est à double tranchant, puisque chez nos enfants, qui ne sont pas forcément toujours nourris avec les quantités d'énergie nécessaires, donc quand il manque du sucre dans le cerveau, ce qu'ils font, ils sont agités, ils peuvent être irritables, et ils ont du mal à se concentrer en classe, et donc ça crée après des conflits avec les parents, les profs, entre eux, etc. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites donc, sur l'agressivité des enfants, sur les résultats scolaires, et en particulier, je voudrais vous donc citer une qui était réalisée au Danemark, donc dans une école où il y avait beaucoup d'enfants à problème qui étaient irrités, agressifs, hyper actifs, enfin bougeaient dans tous les sens, n'écoutaient rien, il y avait beaucoup de bagarres. Donc ils ont supprimé les sucreries, les boissons sucrées ou les friandises et les snacks. Et ils ont installé un petit déjeuner obligatoire pour tous ces écoliers avec une nourriture plus saine, avec des sucres lents, les protéines, etc. Ils ont observé très rapidement une nette amélioration du comportement des enfants et bien meilleurs les résultats scolaires. Il y a aussi une autre étude qui a été faite cette fois-ci dans une prison pour jeunes délinquants entre 12 et 15 ans, aux États-Unis cette fois-ci. Et justement, ils ont supprimé la machine à boissons et puis au snack. Et ils ont fait cuisiner sur place des plats complets, équilibrés, etc. Et ils se sont aperçus que les bagarres ont diminué, le comportement social de ces jeunes délinquants s'est amélioré. Ils étaient beaucoup plus ouverts à des propositions de reprendre leur scolarité. Du coup, la prison était plus propre, il y avait moins de déchets qui traînaient par terre. Et les jeunes, ils disaient eux-mêmes que maintenant, ils arrivent à se concentrer.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire enfin. Donc, quand on nourrit notre cerveau avec ce dont il a besoin, il est content et nous, on est content. Donc, de quoi le cerveau a besoin pour bien fonctionner? Donc, comme je vous ai dit, majoritairement, on fait du gras. Donc, premier aliment pour le fonctionnement du cerveau, c'est du gras pour sa construction tout simplement parce que bon, il se renouvelle sans arrêt, donc les cellules sont tout ce qui est construit, derrière est construit avec des nouveaux matériaux pour que ce soit toujours performant. Donc les lipides, les graisses qu'on apporte à l'organisme, ils forment donc la membrane des cellules. Donc chaque cellule déjà dans le corps, elle est composée de double membrane lipidique. La quantité de graisse dans notre alimentation est considérable parce qu'il faut pallier pour cette structure de chaque cellule dans l'organisme. Et de quoi fait ces membranes est reflet de notre alimentation. Parce que si nous mangeons que des graisses saturées, des graisses trans ultra raffinées, donc arachides, les fritures, je sais pas, les aliments gras, beaucoup de viande, et nous mangeons peu d'acides gras, comme on dit, polyinsaturés, végétaux ou poissons, nos membranes, elles ne seront pas fonctionnelles et donc nous pouvons déjà rencontrer, nos enfants, des difficultés déjà d'apprentissage, de comportement, etc., qui évidemment, avec leur développement, pourraient conduire plus tard donc, à des troubles de mémoire gênants précoces. D'accord ? Donc, le rôle structurel, vous voyez la double membrane lipidique avec les gros morceaux verts, ce sont des morceaux du cholestérol hein, qui sont tankés dans cette membrane, dans cette double couche lipidique qui la stabilise. Et l'idée donc d'avoir la double couche lipidique avec acide gras polyinsaturé, ça assure la fluidité des membranes. Ça veut dire quand elles sont fluides, vous voyez comme ça veut dire qu'elles fonctionnent mieux parce que si elles reçoivent un message avec une molécule de communication, ils peuvent s'adapter pour capter ce message et le transmettre. Si elles sont rigides, elles sont pas souples pour l'accepter et donc la communication peut se faire beaucoup plus difficilement. Et aussi, la myéline, qui est une couche qui enroule les neurones depuis donc, au cours de son développement postnatal, c'est un isolant électrique et elle permet aussi une rapidité de transmission de messages d'une cellule à l'autre. L'exemple de vitesse de transmission, c'est par exemple les stimuli que nous percevons quand nous touchons du chaud. Avant que ça arrive à notre conscience, nous avons déjà réussi à enlever notre main. Donc, pour vous dire la vitesse de transmission des stimuli nerveux. D'accord? Et l'acide gras le plus riche dans le cerveau, donc c'est le fameux DHA. Ça fait partie donc d'acides gras oméga 3 essentiels. Ça veut dire qu'ils doivent être apportés avec alimentation. Le corps ne peut pas les synthétiser. Et c'est lui-là qui garantit nos performances intellectuelles, cognitives. Hein. Donc, pour vous un petit peu donc situer les oméga 3, les oméga 6, parce que souvent c'est flou, on ne sait pas trop qui est quoi. Donc, on a besoin des deux. Mais le rapport idéal dans notre alimentation, c'est 5 oméga 6 polyinsaturés contre un oméga 3 polyinsaturé végétal. Donc, c'est acide linoléique oméga 6. Donc, c'est huile de tournesol, huile de maïs, arachide, avec lequel ils sont fabriqués donc, les produits de pro-inflammatoires. Ou dans l'alimentation, si nous n'apportons pas de précurseurs d'huile directement, huile de tournesol, si nous mangeons uniquement de la viande, le beurre, le fromage, nous apportons directement acide arachidonique, qui est précurseur direct
de tous les dérivés pro-inflammatoires qui empoisonnent, qui sont à l'origine de nos maladies aujourd'hui, qui nous empoisonnent. D'accord? Ensuite, on a les oméga-3 végétaux, acide linolénique, le fameux ALA, qui se trouve dans l'huile de colza, noix, pourpier, et aussi dans les graines de lin. Eux, ils sont précurseurs d'acides gras EPA, DHA, ce qui peuvent être aussi apportés par alimentation avec des poissons, les crustacés. Donc, le grand pourvoyeur donc, de ces acides gras oméga 3, surtout, c'est notre cerveau et la rétine qui est à peu près, c'est la sentinelle en fait, du cerveau, c'est l'avant-poste du cerveau. Et par contre, sont responsables du côté anti-inflammatoire. Ils contrebalancent côté pro-inflammatoire des oméga 6, acide arachidonique surtout, vers le côté anti-inflammatoire. Mais il faut les deux pour faire le balancier. Donc, alimentation ancestrale de nos ancêtres, dans le corps, en fait, on avait le rapport dans l'organisme qui était proche de 1. C'est 1 acide arachidonique avec un EPA. Actuellement, donc, dans les recommandations, ces rapports doivent être inférieurs à 4. Chez les personnes qui ont des troubles métaboliques, on peut aller jusqu'au 20. Donc forcément, maladie de civilisation, la fluidité de membrane, c'est un peu difficile. Hein. Donc notre cerveau, au cours de l'évolution, a beaucoup changé. Donc le cerveau d'aujourd'hui, il a 3 fois la taille des chimpanzés. Il a 2 fois la taille de l'australopithèque. Comment ça se fait que nous sommes arrivés donc, à ce résultat? Parce que quand on compare les chimpanzés avec l'homme, par rapport à la taille du cerveau, on a la quantité de graisse corporelle, la matière grasse, elle est comparable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution? Que le cerveau humain a pu augmenter de volume 3 fois pour avoir sa taille d'aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, il y a une sélection naturelle qui s'était mise en place, que pour le survie de l'espèce, le cerveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, a besoin de l'afflux constant de l'énergie, du sucre. Même donc, pendant déjà la vie fétale, il a horreur de manquer de sucre. Donc, il y a un processus qui est mis en place pour assurer donc, la fourniture de l'énergie en cas de pénurie du sucre. C'est donc les graisses sous forme de corps cétoniques qui fournissent au cerveau de l'énergie s'il manque du sucre. Donc, naturellement, au cours de l'évolution, nous avons choisi les individus, les bébés, les fœtus, qui étaient les plus gras. Et, parce qu'il y avait le plus de réserves d'énergie. Et ensuite, donc, ce qui était favorable au développement de l'humanité, c'est que nos ancêtres, les australopithèques et puis les ultérieurs, ont suivi les cours d'eau. Ils se sont surtout développés sur le littoral en se nourrissant donc des crustacés, des petits poissons, de ce que les berges de mer et des rivières leur offraient. Et ça, c'est parce que dans l'alimentation végétale, on ne trouve pas suffisamment des oméga 3 pour qu'elle assure donc la nourriture du cerveau. Et ça, c'était un facteur favorable. Donc, la qualité aussi de graisse, et ce fait que nos ancêtres ont apprivoisé comme aliment les produits donc, du littoral, a été crucial dans le développement du cerveau d'aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le fameux DHA qui fait la différence. Donc, ce qui fait que c'est la matière grise, c'est la qualité du cerveau qui est important. Voilà, j'espère que vous avez perçu le message. Donc, dans le cerveau, à part les lipides, nous trouvons également des protéines.
les protéines, donc ça fait un peu le tissu du soutien, mais dans les protéines, il se trouve donc des acides aminés qui sont précurseurs des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des, comment dire, des messagers entre deux neurones qui communiquent à travers une synapse. Donc il y a un synapse, présynapse qui sécrète donc dopamine et sérotonine et qui passe de l'autre côté pour faire passer le message. Qui sont donc synthétisés à partir des acides aminés qui sont fournis dans le cerveau. Mais pour que ces acides aminés soient bien assimilés par le cerveau, il faut bien qu'il y ait une bonne proportion avec les glucides des sucres qu'on consomme en même temps. Donc, si c'est un repas qui est trop sucré, il n'y aura pas de dopamine qui pourra entrer dans le cerveau pour avoir son côté énergisant, stimulant, qui devrait l'avoir pour la motivation. Il y a une étude qui a été effectuée. On servait donc le petit déjeuner aux volontaires. Il y a un petit déjeuner qui comportait peu de glucides et de l'autre côté, un petit déjeuner très riche en sucre. Et il s'avérait que 50% des... non, les volontaires qui mangeaient du sucre, ils avaient 50% plus du tryptophane, précurseur de sérotonine, dans leur sang que ceux qui ne mangeaient pas de sucre. Et 2 heures après, ils avaient tous un coup de barre. Parce que sérotonine, c'est quoi? C'est la sérénité, on le prend pour se calmer. C'est pas pour avoir l'énergie du matin. Donc, si on n'a pas équilibre en neurotransmetteurs qu'il faudrait avoir, tout déficit, donc ça a une répercussion sur notre humeur, sur notre comportement. Donc, commencer par le matin. Donc, le matin, la dopamine, c'est un stimulant, c'est un starter. C'est pour nous donner de la motivation, de la niaque pour aller au-devant de faire ce que nous avons à faire. C'est aussi l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. Nous avons besoin du dopamine pour bien fonctionner. Aussi de l'attention. Ensuite vient dans la journée la noradrénaline. Noradrénaline, c'est l'hormone, dans la durée, c'est le starter. C'est pas le starter, c'est la pédale de gaz pour continuer dans l'effort que nous avons entamé le matin. Et donc, ça aboutit sur persistance de la concentration tout au long de la journée, à notre vigilance dans la journée, et puis l'énergie que nous gardons. Si nous manquons donc de la sérotonine le soir, ça influe donc sur l'anxiété, sur les troubles, donc les compulsions alimentaires, vous le connaissez bien, mais en fait, ce n'est rien d'autre, c'est juste de l'automédication, puisque le sucre favorise le passage du tryptophane dans le sang et dans le cerveau, ben, on en fait de la sérotonine, donc c'est pour se calmer. Sauf que dans certains troubles de comportement alimentaire, c'est complètement désynchronisé et puis donc ils ont perdu les signalements circadiens, matin, soir, etc. Voilà. Et puis donc, on a besoin aussi des micronutriments. On a besoin de vitamines comme le fer. Donc, il y a plein de programmes nationaux, des recommandations pour pallier aux déficits déjà généraux, mais des nutriments dont le cerveau raffole pour bien fonctionner. Donc là, je vous ai parlé déjà tout à l'heure du fer, de vitamine B, mais aussi il y a le cuivre, il y a le zinc qui est indispensable, qui sont des cofacteurs donc, pour la synthèse de l'énergie et aussi pour la synthèse des neuromédiateurs pour la transmission donc, de messages. Mais pour garder le cerveau en forme, les tissus environnants, les microglies, ils ont besoin également des polyphénols. Bon, là, c'est le petit carré de chocolat pour les polyphénols du chocolat, mais aussi comme resveratrol, comme génistéine du soja, comme tous les fruits et légumes qui en contiennent. Donc, notre cerveau aussi est habitué à fonctionner sur 24 heures. Donc, ça s'appelle donc le cycle circadien, dont le chef d'orchestre, quand je vous ai dit, c'est la glande pinéale.
Et c'est pour ça, ça influence donc le fonctionnement et tous les rythmes biologiques. Donc déjà, veille, sommeil, mais la prise alimentaire, ça va avec, parce que chaque organe a sa fonction dans l'organisme et ses horaires auxquels il fonctionne au mieux, auxquels il récupère après une journée de travail. Donc par exemple, le foie et le cerveau se reposent la nuit. Donc on a besoin d'un bon sommeil pour que ces deux organes puissent récupérer, que le matin, nous soyons à nouveau pleins d'énergie et que nous ayons les batteries chargées. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit manger? Donc, il faut qu'on ait 4 repas par jour. Le matin, ça sera plutôt petit déjeuner. Il faut ne pas sauter de petit déjeuner. Il doit être plutôt protéiné, plus énergétique, sans sucre rapide. Le repas de midi. Le goûter pour nos enfants, c'est un repas à part entière. Il ne faut pas oublier. Ils sont en pleine croissance, ils en ont besoin. Ils ont passé la journée à l'école et ils en ont vraiment besoin. Et le soir, donc c'est la convivialité, retrouvailles en famille. Mais le repas ne doit pas être très lourd. Il doit être plutôt riche en végétaux pour favoriser donc, sucre lent, pour favoriser justement la voie de sérotonine pour mieux dormir. Donc le petit déjeuner, ce que ça veut dire, le petit déjeuner en fait c'est le repas, premier repas de la journée, ça vient en anglais, ça veut dire rompre le jeûne. Donc important c'est de ne pas le sauter. Donc quand on a jeûné pendant 12 heures d'affilée, il ne faut pas commencer la journée par un jus de fruits ou un croissant ou des céréales sans valeur. Il faut apporter au corps donc, les nutriments essentiels, donc au moins 3 des 4 catégories d'aliments que vous voyez ici. Donc, c'est les laitages, c'est des protéines. Ça peut être aussi sous forme donc, enfin, jambon, par exemple, des œufs, les glucides complets. Et il ne faut pas que ça soit du pain blanc, hein, c'est dimanche, mais autrement des glucides complets. Évidemment, pas... un fruit, c'est mieux qu'un jus de fruit, hein, parce que ça contient aussi des fibres, et ce qui fait que le fruit garde toutes ses capacités, toutes ses propriétés, plutôt qu'un jus de fruit, qui c'est juste du sucre extrait du fruit. Ne pas oublier le goûter pour la sérénité. Donc des protéines, par exemple, sous forme de laitage, parce que le petit lait est très riche en tryptophane, donc ça va avec des glucides, du pain complet ou des céréales complètes, quelques graines sont excellentes, donc ils apportent des bonnes grasses oméga 3. Ça favorise donc le calme après une journée agitée à l'école et ça permet de bien préparer le soir, donc la bonne nuit. Et il ne faut pas oublier que la sérotonine est également précurseur de mélatonine. Donc, si nous manquons du sérotonine, il n'y a pas de quoi faire de la mélatonine. Donc, pour avoir une bonne nuit, c'est essentiel. Donc, toutes ces recommandations, finalement, quand on les regroupe, on a l'alimentation de type méditerranéenne, le modèle crétois qui fait aujourd'hui donc les meilleures recommandations en matière d'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est ici aussi exceptionnel? Donc, c'est des glucides complets, davantage du pain complet, davantage de légumes, midi et soir, donc à volonté, frais, bio de préférence et de saison. Davantage de poissons, 3 fois par semaine si possible, moins de viande rouge remplacée par de volaille. Pas de jour sans un fruit, voire 2. Il vaut mieux manger mieux gras que moins gras parce que les graisses, il ne faut pas oublier, c'est quand même 30% de la ration calorique quotidienne, mais mettre plutôt la margarine de colza plutôt que le beurre ou la crème fraîche en petite quantité de temps en temps. Et donc l'huile de colza est riche en oméga 3. Il y a aussi l'huile de lin, l'huile de noix, donc on peut faire tourner ensuite dans notre cuisine. Hop. Précédente. Voilà. Donc l'assiette optimale, hein, donc comment maintenant goupiller tout ça? Premièrement, dans notre alimentation optimale parfaite, donc les matières grasses,
c'est ça qui nous contient plus le cerveau. Donc, c'est mieux gras, plus d'oméga 3 végétaux, d'oméga 3, donc c'est huile de colza, huile de noix, l'huile de lin ou graines de lin moulues aussi, c'est excellent. Ça apporte en plus des fibres, tous les micronutriments, un petit peu de protéines. Pour avoir donc la ration oméga 6, oméga 3 favorable, donc il faut en manger tous les jours. Les noix comme ça, les fruits secs à coque sont excellents pour fin de journée pour apporter tous les nutriments nécessaires et éviter donc les oméga 3 style acide arachidonique qu'on trouve dans les cacahuètes, dans le beurre et dans les viandes. Évidemment, la meilleure densité nutritionnelle, éviter donc les calories vides, remplacer le pain blanc par du pain complet, plutôt un fruit qu'un jus de fruits, et le plus de fruits et légumes, vraiment produits complets, non raffinés. C'est en particulier pour les céréales le matin, c'est vraiment très compliqué. Les miel pops et les chocs à pic, c'est vraiment pas bon pour l'alimentation des enfants. Hein. Ça les rapporte rien. C'est que des calories vides au sucre et 1 heure, 2 heures après, ils sont tous en hypoglycémie et ils ont du mal à se concentrer à l'école. C'est vraiment très difficile de leur faire classe parce qu'ils sont agités, ils n'arrivent pas à tenir. Donc, je pense que vous aussi, si vous, après un repas hyperglucidique, vous voyez qu'1 heure, 2 heures après, vous avez une hypoglycémie, que la vigilance baisse, qu'on n'a plus envie de faire des efforts. Donc, tout simplement, notre cerveau manque du sucre. Le fait de manger des glucides complets, ça fait diffuser le sucre, pas en bolus rapide, mais de façon beaucoup plus homogène, répartie dans le temps, qui nous permet de tenir jusqu'au repas de midi. Voire, si la pause entre le petit déjeuner et le repas de midi est trop longue, prévoir une collation avec un sucre lent, faire une tartine pour l'enfant avec le sucre complet. Voilà. Les légumes et légumineuses, évidemment, en font les ballons à volonté. À peu près le repère mangé dans la journée en fruits et légumes, on devrait manger chacun 2 poignées pleines comme ça de fruits et légumes. Donc 2 légumes pour un fruit, mais en volume dans la journée, ça devrait correspondre à peu près à ça. Donc si on a mangé ça, c'est bon, on a eu notre dose minimale de légumes et de légumineuses. Légumineuses, il ne faut pas oublier, ce sont des protéines végétales. Donc, dans la journée, s'il y a une activité au travail intense, donc il faut en mettre dans son assiette. Et surtout, les protéines végétales pour le soir, parce que ça fournit aussi des glucides lents et des protéines végétales de bonne qualité, donc pour remplacer la viande. Dans ces fruits et légumes, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc des antioxydants, des polyphénols, et on va retrouver également des vitamines, de vitamine B, c'est acide folique, hein, qui est primordial dans la mémorisation et dans le trouble de mémoire, dans la prévention des troubles de mémoire, et même, pas la prévention, mais c'est même thérapeutique, parce que ça a été déjà prouvé qu'aux personnes âgées qui commencent à avoir les troubles cognitifs, troubles de mémoire, donc si on les supplémente avec les vitamines, notamment le vitamine B9, acide folique, ils améliorent leur performance cognitive, leur mémorisation. Et on les trouve donc dans les légumes verts, dans les feuilles vertes du cresson, des épinards, mais on les trouve aussi dans le basilic, coriandre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Persil. Voilà, donc ça, c'est vraiment on devrait manger 100 grammes de persil par jour pour avoir la dose d'acide folique quotidienne. Bon, c'est difficile à réaliser en pratique, mais c'est à peu près ce qu'il faudrait. Et aussi, il y a pas mal de folates qu'on trouve dans le foie parce que c'est un carrefour métabolique et donc il l'utilise beaucoup pour son métabolisme. Donc c'est pour ça on peut en trouver également là-bas. Donc, mois de septembre arrive. Qu'est-ce que nous allons manger? Et bien voilà, le marché de septembre. Donc, nous avons les fruits et légumes de saison. Donc, nous allons avoir donc, du fenouil, des blés, des choux-fleurs, encore des poivrons, des courgettes en fin de saison, un peu d'aubergine. Mais il y a les betteraves qui commencent à réapparaître, encore des tomates, une nouvelle poussée peut-être d'haricots verts. Et dans les fruits, donc, nous avons des baies colorées, surtout rouges, donc
il y a le raisin qui commence à apparaître. Bon, il y a encore un peu de myrtille, groseille, framboise. Il y a aussi donc le mirabelle, figue de saison. Donc, faites plein d'antioxydants, plein de vitamines. Myrtille contient également du DHA, hein, des oméga 3, donc en petite quantité, mais qui n'est pas négligeable. Bon, nous, dans le sud, ici, myrtille, c'est pas trop la région, mais ceux qui habitent peut-être dans le nord, ils ont plus de facilité à avoir des myrtilles de bonne qualité. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, il ne faut pas se gêner pour mettre dans les plats des épices qui donnent de la saveur, qui relèvent le goût donc, de nos nutriments. On a besoin de moins de sel pour que ça soit goûteux et bon. Et les enfants aussi, on les habitue depuis tout petit à cette alimentation. Ils vont la trouver sûrement délicieuse quand ils seront plus grands. Ils auront beaucoup plus de facilité pour avoir une alimentation équilibrée quand ils seront grands. Donc, respecter le rythme de repas, donc la chronobiologie. Donc, le matin, protéiné, matin, midi, plutôt pour favoriser la voie des catécholamines, donc qui sont la dopamine, noradrénaline et adrénaline, pour avoir de l'agnac, l'énergie pour la journée. Et le soir, un petit frein par la sérotonine pour préparer une nuit paisible. Donc, ça sera plutôt le goûter avec les sucres lents et puis donc le repas du soir aussi riche plutôt en légumineuses plutôt qu'en viande. Il ne faut pas oublier également des choses qui sont très importantes. Donc, pour se détendre, il faut donc penser à la gestion du stress, à la méditation, à l'activité physique, au sourire. Ça fait déstresser, ça relâche les muscles et ça fait du bien à l'âme. Aussi l'activité physique, 30 minutes par jour, c'est idéal pour tout le monde. 10 000 pas par jour, ça serait bien aussi. Et évidemment, le sommeil réparateur, donc qui est de qualité, surtout la première partie de la nuit, avant minuit, que notre horloge biologique se remet à zéro et pour bien repartir le matin. Voilà, donc par rapport aux qualités de graisse et d'apport nutritionnel en huile, en matière grasse, acides gras oméga 3, oméga 6 essentiels, nous avons un produit qui est excellent, Liquid Gold, qui nous fournit une quantité impressionnante. Donc, vous voyez le cocktail de 13 huiles essentielles sélectionnées par Dr Kardash avec une proportion optimale, ce qu'ils appellent la proportion en or, qui nous fournit donc 5 oméga 6 végétaux contre un oméga 3 végétal, qui sont des précurseurs. Il n'y a pas d'huile de poisson ici, mais ce sont tous les précurseurs végétaux. Donc, si nous avons des enzymes qui ensuite les transforment en EPA-DHA, eh bien, nous aurons la chance d'avoir les membranes bien fonctionnelles et avoir un statut inflammatoire optimal. Donc 5 millilitres par jour pour les enfants, donc c'est tout à fait faisable pour les petits mangeurs, jamais de poisson, pas beaucoup de graisse, c'est tout à fait faisable de leur donner 5 millilitres par jour pendant quelques mois et puis faire des cures comme ça régulièrement. En complément. Alors, pour un petit déjeuner énergétique en forme, il y a ce qu'il faut. Donc, une portion de Be Crunchy, ça apporte des glucides longs, complexes, de bonne qualité, avec plein d'antioxydants et de vitamines pour tenir la matinée avec, par exemple, un bol de lait ou un yaourt. L'enfant, s'il n'est pas trop salé le matin, si on a un peu du mal à lui faire manger du jambon ou des œufs, ça, c'est tout à fait faisable. C'est excellent au goût. Et ça, c'est super alternative aux céréales du commerce qui apportent vraiment que des calories vides avec produits ultra raffinés qui sont immangeables. Donc, Be Crunchy, c'est fantastique. En plus, les céréales sont enrobées du miel, ce qui relève encore le goût. Le côté miel, donc ça donne un peu de la résistance au corps en plus.
Donc, pour le goûter, la collation de 10 heures, si vraiment il y a une rude journée avec beaucoup de sollicitations, ou un goûter à la sortie de l'école ou du travail, les bars, ça c'est une super alternative aux galettes ou des snacks pas recommandables. Donc ça c'est comme les céréales de Be Crunchy, c'est version donc barre céréalière. C'est vraiment des produits qui sont excellents. Et donc pour compléter l'apport en vitamines, en particulier donc en fer, en vitamine B9, en tous les polyphénols, il y a My Blood qui est sorti. Donc pour nos jeunes, si vous voulez faire une cure de vitamines pour la rentrée, pour la forme, à partir de, bon, ça dépend de la taille qu'ils ont, mais à partir du collège, on peut leur donner une portion, et s'ils ont un petit gabarit, même on peut leur donner 15 millilitres par jour pendant 2-3 mois, sans aucun problème, pour justement les booster au niveau vitamines. Alors, la saison, les vacances sont finies. Pendant les vacances, nous étions censés de nous faire nos réserves en vitamine D, qui fait partie de notre bouclier anti-infection hivernale, de notre immunité. Donc, les réserves que nous avons faites pendant l'été, elles vont être finies d'ici fin septembre. Donc, il faudrait prévoir supplémentation en vitamine D à partir de ce moment-là. Mais également, donc déjà, My Blood, ça va vous fournir toutes les vitamines, pas que le cerveau, mais tout l'organisme va en bénéficier. Mais maintenant, s'il y a des enfants qui ont une santé vraiment fragile, des rhinos, dès les premiers coups de vent et les premiers coups de froid, donc il y a une formule qui s'appelle donc Sunvital, qui fournit des phytonutriments qui boostent l'immunité, donc qui sont extraits de l'ail. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de goût de l'ail, c'est juste l'extrait, hein, pas de goût. Et c'est vraiment bon, bon à boire. Hein. Donc vous pouvez déjà prévoir dès maintenant 2 mois de cure pour vos enfants fragiles, pour qu'ils passent l'année scolaire sans encombre, sans trop de rhume, surtout qu'on rentre dans une période quand même compliquée à la sortie du Covid, donc le moindre rhume, on ne sait pas comment ça va être interprété. Les enfants, c'est vrai, a priori, sont à l'abri de cette maladie, mais bon, les rhumes, on ne sait pas si à l'école, ils vont pas s'affoler, ils vont tous se mélanger leurs microbes, et donc, pour qu'ils aient leur bouclier antiviral, anti-infectieux, donc il faut, en plus de la bonne alimentation, ça va vraiment un bon coup de pouce. Pour les adultes, il y a un produit qui vient de sortir, un Pro Immuno, qui cartonne Duolife déjà. On n'a pas encore fait beaucoup de promotions, mais déjà les premières retombées sont très encourageantes. Ça sera l'objet du prochain Zoom dans un mois, début d'octobre, sur l'immunité, puisqu'on va rentrer dans l'hiver et ce sera vraiment le moment donc, de préparer notre immunité pour résister à l'hiver. Je vous en parlerai plus longuement. Mais déjà, ceux qui sont fragiles, vous avez peut-être reçu Pro Immuno. Donc, en prévention, il n'y a aucun problème de le prendre pendant toute la saison des infections. Et même dès les premiers signes de refroidissement, de rhume, de crève quelconque, vous pouvez prendre jusqu'à 4 comprimés par jour sans aucun problème pendant 2-3 jours. Tant que vous avez la durée des symptômes, ça va vous sortir indemne des flammes. Et je crois que c'est tout. Donc, je vous remercie de votre attention.